Cher prof, j'adore les flics dans les films. J'aimerais être comme eux. Ils ont l'air tellement cool. Comment font-ils? Mon petit Manuel, tout ça c'est grâce à la tenue. Admire le matos, le pistolet, là les menottes. Il y a même une petite scie et un cure-dent. Mais ce qui fait toute la coolitude du policier de cinéma, c'est qu'il fait n'importe quoi. Oh, Comme goûter de la drogue. quoi. Regardez ce sachet de poudre blanche par exemple. Qu'est-ce que ça peut bien être? C'est-à-dire, on est dans le resto de Cyril Lignac, chef. C'est de la farine à nouilles. Ah ouais? Eh ben on va voir ça tout de suite. Ah la vache! Alors, chef? C'est de la bonne. Il doit faire des pâtes à choux d'enfer avec cette farine. Dans la vraie vie, les flics, hélas, ont moins la classe. Mais surtout, ils ne goûtent jamais la drogue. Premièrement parce que c'est dangereux. La drogue est souvent coupée avec d'autres produits, comme de la lessive, du lévamisole ou de la phénacétine. Eh ben, hein? Or, le lévamisole provoque des nécroses du nez et la phénacétine est plutôt cancérigène. Oh, dis donc, elle est forte ta farine. Normal, allez, c'est du bio. Pourquoi dans les films, les flics ont-ils toujours cette manie de goûter la cocaïne? Est-ce qu'ils boivent dans les bouteilles qui traînent pour voir si c'est bien de l'alcool? Dites donc, c'est quoi ça? Eh ben, c'est mon biberon de bière. Non, ça. Ah bah là c'est là que j'ai fait pipi dedans. Cette manie de tester est valable pour toutes les drogues. Alors, Sergent Moustache, rude journée? Pour sûr, boss, je suis tombé sur de la marijuana, de l'héroïne et de la meth. Comme dans Breaking Bad. Prendre de la drogue, c'est illégal, même pour un flic. Oh, elle est bien. Ah, j'ai du beurre à 90%. Ah, tâche vérifier. 92. 95, ça. Allez-y, faites comme chez vous. Dans la réalité, les pros utilisent un kit chimique pour vérifier la nature des produits. Et ils font ça proprement avec des gants. Félicitations, votre farine est enceinte. Super, mais quel ennui. Oh ouais, c'est naze. Hein. Et on fait quoi maintenant? Mais vous avez pas le droit. Ce que les policiers peuvent faire en revanche, c'est aller fouiner chez vous sans mandat, s'ils jugent que vous êtes en danger ou que des preuves vont être détruites. Pas ma porte en biscotte. Ah, Au lieu d'imiter les flics des films en faisant n'importe quoi, tapez plutôt Tu mourras moins bête sur arte.tv. avec ça, c'est sûr, man, vous mourrez moins bête, mais bon, vous mourrez quand même, man. Salut prof, j'adore les séries médicales. J'en regarde plein. À force, pensez-vous que j'ai le niveau pour être médecin? Tu te fous de moi, Maude? Tu crois vraiment que les vrais chirurgiens se comportent comme dans les séries? Derek, faut qu'on parle. Je veux dire, tu me regardes plus. Meredith, Dans les séries, ils passent leur temps à parler de leur coucherie tout en bafouant les règles d'hygiène. Et tu m'écoutes pas. Non mais regardez comme elle postillonne ces microbes partout. Avant une opération, les chirurgiens doivent se laver méticuleusement les mains à la bétadine pendant 10 minutes. Et non mais tu te laveras les mains, mon cochon. Dans des séries médicales arrive toujours un moment fatidique. Meredith, mets ton doigt là. Là? Bravo, Meredith. Tu es un grand chirurgien. C'est le fameux arrêt cardiaque. Meredith, Asystolie. Stop! Lors d'une asystolie, qui est un arrêt ou une insuffisance cardiaque, la courbe de l'électrocardiogramme va plutôt être comme ça, et pas en ligne droite comme dans les séries. Ça, c'est quand la machine n'est pas branchée. Oups. C'est le moment où le héros décide de choquer le patient avec un défibrillateur. C'est ce qu'il ne faut pas faire sur une asystolie, car le cœur est déjà dans un état dépolarisé. De toute façon, c'est souvent à cet instant qu'un type entre dans la salle d'opération. Arrêtez tout. Voici le Dr House. Il adore débouler dans les salles d'opération. Le problème, c'est qu'il se fiche totalement des PNC, les particules donnant naissance à des colonies de bactéries j'avais juste oublié mes clés. responsables d'infections opératoires. Une personne immobile génère 100 PNC par minute. Quel mufle. Juste en tournant la tête, elle en produit 1000. Arrêtez tout, bande de bleus. Je me suis trompé de clé. Et une personne non stérile en mouvement ouvrant des portes engendre carrément 30 000 PNC par minute. On s'est encore séparés. C'est la passion qui compte, Meredith. Mais tout cela n'est pas bien grave, puisque dans les séries,
98% des comateux émergent du coma sans aucune séquelle, Il se réveille? contre seulement 37% dans la réalité. Tu devrais le tromper avec Steve. Il reviendra à toi par jalousie. Faites pas ça, Meredith. Derek est un homme formidable. Plutôt que de penser devenir médecin en regardant la télé, découvrez les absurdités des séries en tapant Tu mourras moins bête sur arte.tv. Avec ça, c'est sûr, vous mourrez moins bête. Mais bon, vous mourrez quand même. Mon fils de 4 ans a dit à sa maîtresse que plus tard, il voulait être entomologiste forensique. C'est grave, prof. Un entomologiste, chère madame, est un scientifique qui étudie les insectes. Oh, un papillon! L'entomologiste forensique étudie aussi des insectes, mais ceux qu'on trouve sur les cadavres. Oh, une mouche! Quand on meurt, notre corps et son système immunitaire ne fonctionnent plus. Toutes les bactéries qu'on a en nous n'ont plus de barrière. C'est open bar. On appelle ça la décomposition. Dépêchez-vous, c'est promo sur tous les organes. Ça va, poussez pas, héros. Mais quel intérêt un entomologiste a de chercher des asticots sur un corps? Ouais, c'est dégoûtant. Et vous, je vous embarque. Si les insectes parlaient, on les obligerait à témoigner. Non, pas le scotch, ça tire les poils. Je répète, qui a tué la baronne? Non, en fait, les mouches ne parlent pas, sont myopes et n'ont aucune mémoire. L'intérêt d'étudier les insectes nécrophages, c'est de pouvoir dater la mort. Les premières à débarquer sur un cadavre sont les mouches bien nommées Califara vomitoria. Si vous en trouvez, c'est que vous êtes sur un macabé bien frais. J'ai pondu 800 œufs sans péridurale. Entre 48 et 72 heures après la mort, c'est la grande bouffe pour les asticots. Ils font la brinque jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien à boire et à manger. Arrivent alors les ichneumons qui viennent mettre la zone. Alors, les naines, on bouffe du mort? En plus, ils pondent dans les larves des mouches. Quand la moisissure se développe, les asticots quittent les lieux et les acariens débarquent. Là, l'entomologiste peut se dire que la mort a eu lieu depuis plusieurs jours. Superbe moisissure très haute sous plafond, avec vue sur la forêt. Faut 3 mois de loyer en caution, c'est foutu. Si l'entomologiste trouve des Dermestes lardarius, alors la mort remonte à au moins 3 mois. J'aime plutôt le lard, mais ça me va quand même. Au bout d'1 an, il ne reste plus grand-chose. Sinon, le bien nommé Tenebrio obscurus. Sale gothique, tu fais ça ailleurs, pas chez moi. Bien connaître les insectes permet à l'entomologiste de savoir si un corps a été déplacé. Tiens, une cigale ici. Plutôt que de jouer aux apprentis experts, tapez Tu mourras moins bête sur arte.tv. Avec ça, c'est sûr, vous mourrez moins bête, mais bon, vous mourrez quand même. Cher professeur, si je me fais correctement irradier, est-ce que je peux me transformer en super-héroïne bourrée de super-pouvoirs? Vous savez, à Hollywood, les radiations, c'est un peu le truc passe-partout des scénaristes qui veulent transformer n'importe qui en n'importe quoi. Oula, Dans Watchmen, par exemple, un scientifique irradié donnera un docteur Manhattan. Gros schtroumpf. Une vulgaire salamandre deviendra carrément un gros Godzilla. Et un petit pois, un géant vert. Pour arriver à ce résultat, il faudrait Ok, les guys. soit se prendre une bombe nucléaire en pleine poire, soit manger du polonium, soit, et c'est plus propre, entrer dans un accélérateur de particules. C'est quoi? C'est une grosse machine en forme de donut. Les physiciens y font circuler des protons à 99,9999% de la vitesse de la lumière. Les protons entrent en collision en libérant des particules bizarres que les chercheurs peuvent étudier. Sauf que ce processus produit des rayonnements ionisants, un tantinet dangereux. Alors vous imaginez bien que courir le long d'un accélérateur en marche, comme dans Terminator, ce n'est pas très recommandé. John, j'ai la plèvre qui se décolle. J'allais mourir. Je m'en fous. Je serai encore là dans le futur, moi. Malgré sa dangerosité, les scénaristes de Spider-Man ne se gênent pas pour placer un accélérateur carrément à l'air libre, dans un champ et en forme de saladier, pour pouvoir bien tomber dedans.
Jean-Claude, chargeur à fond. Ok, envoyez les œufs et la farine. C'est ainsi que, comme par magie, le méchant de Spider-Man est transformé en super pâté de sable. Yes, il est trop beau. Cuisson parfaite. Un gâteau. Vous vous doutez bien que des cerveaux capables de réfléchir à des problèmes physiques complexes Alors voici 2 ou 3 broutilles, histoire de rappeler les bases. sont aussi capables d'inventer des systèmes de sécurité sérieux. Pas de laisser tout ça dans un trou béant. On a eu une super idée, oups, oh pardon, pour améliorer la sécurité de notre accélérateur. On va rajouter une armée de lapins tout autour. Plutôt que de rêver de vous faire transmuter en monstre, révivez vos cours de physique en tapant Humour à moins bête sur arte.tv. Avec ça, c'est sûr, vous mourrez moins bête. Mais bon, vous mourrez quand même. Cher prof, si je bosse dur et que je choisis science, option paléontologie, est-ce que je peux avoir une vie aussi formidable qu'Indiana Jones? Oh, vous croyez que tous les scientifiques ont la même chance qu'Indiana? Alors, vous ne connaissez pas l'expédition de Guillaume le Gentil. En 1760, ce sympathique astronome eut une super idée. Mère, je pars aux Indes observer le passage de Vénus devant le Soleil. Prudent, il se mit en route 1 an avant la date de l'événement. À l'époque, sans le canal de Suez, un tel voyage était très long. Si long que le fameux jour du passage de Vénus devant le Soleil. Le Gentil était encore en mer, où il était impossible de faire des mesures correctes. Aïe! Heureusement, le Gentil était du genre optimiste. Je vais attendre ici le prochain passage de Vénus. Dans 8 ans. Il se fabriqua un observatoire en Inde et attendit patiemment 8 longues années, jusqu'au jour où Vénus arriva, mais derrière un nuage. Ça, c'est de l'expédition bien pourrie. Mais d'autres chercheurs n'ont pas eu de bol, même sans bouger de chez eux. Prenez Max Planck, prix Nobel de physique pour la théorie des quanta. Sa femme meurt en 1909. Roberta, meine Atome d'amour. Puis son fils est tué pendant la Première Guerre mondiale. Tiens, ça c'est pour l'Alsace. Ensuite, une de ses filles jumelles meurt en couche. Rosa, pourquoi dans cette tenue? Enfin, en 1944, une bombe tombe sur sa maison et brûle tous ses carnets de recherche. Et ça, c'est pour la Lorraine. De son côté, Albert Einstein ne faisait partie d'aucun gratin scientifique. Einstein, s'il vous plaît, tirez la langue. Malgré l'intelligence qu'on lui connaît aujourd'hui, il bossait à l'office des brevets où il s'emmerdait ferme. Que faites-vous, Herr Einstein? Une grosse idée. Pour s'occuper, il écrivait des articles scientifiques, comme celui intitulé « Des fluides des pailles », qui passa totalement inaperçu, éclipsé par celui de Planck sur les quantas, publié dans la même revue. Même après avoir écrit sur la théorie de la relativité restreinte, on lui refusa sa demande pour être prof du secondaire. Quelle loose! Vas-y, bouffon. C'est faux les foires, tous les losers que la science a engendrés. Tapez Tu mourras moins bête sur arte.tv. Avec ça, c'est sûr, vous mourrez relativement moins bête. Mais bon, vous mourrez quand même.